Bien, bonsoir. Nous reprenons cette fois les dynimes de Shabbat, toujours dans les lois relatives aux objets prohibés, c'est-à-dire les objets ici qui s'appellent mouktsé, dont on a déjà donné moult définitions, on ne reviendra pas là-dessus. Parmi les objets mouktsé, il y a ce qu'on appelle les ustensiles réservés à des travaux interdits. Pourquoi sont-ils mouktsé? Et donc, dès l'entrée du Shabbat, ils n'appartiennent plus au monde du Shabbat, mais au monde profane. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit de les toucher, de les transporter, de les utiliser. C'est parce que ce sont des ustensiles qui sont habituellement réservés à des travaux interdits. En effet, il est interdit de déplacer tout ustensile réservé à accomplir des travaux interdits, tels que par exemple un marteau. A priori, un marteau, à quoi ça sert? À planter des clous ou autre chose. Enfin, les gens du Hamas, ils l'utilisent pour autre chose. Décidément, on ne peut pas se passer de... on s'en passerait volontiers. Mais pour être sérieux quand même, quand on pense à un marteau, on pense tout de suite à un outil, on est d'accord. Alors, c'est pour cette raison qu'a priori, et sauf exception, dont on parlera dans quelques instants, le marteau ne doit pas être utilisé pendant Shabbat, puisque sa vocation est d'être utilisé à des fins de travaux interdits pendant Shabbat. Et c'est pour cette raison qu'il s'appelle mouktsé. Il n'y a pas que le marteau, un stylo. À quoi ça sert un stylo? À écrire. Mais écrire, c'est carrément un des 39 travaux écrits noir sur blanc. Parmi la liste qui nous est rapportée dans le 7e chapitre de Masechet Shabbat, 39 travaux interdits, vous avez celui qui écrit, n'est-ce pas, ou même qui efface 2 lettres. Alors, un stylo, il sert à quoi? À écrire. Donc, un stylo, c'est mouktsé. On n'a pas le droit de toucher un stylo pendant Shabbat. Vous comprenez le lien? Ensuite, un ustensile de cuisson. Quelque chose qui sert à la cuisson. On n'est pas en train de parler de l'ustensile de cuisson que vous avez mis sur la plata avant Shabbat. Pardon, et que vous allez retirer de la plata pour servir. Ça, vous avez le droit, puisque à aucun moment vous êtes séparé de cet ustensile. Il sert au Shabbat. Excusez-moi. Mais également une règle. Une règle, ça sert à mesurer. À quoi ça sert Shabbat? On ne fait pas de mesure Shabbat. Une aiguille. Une aiguille, en général, ça sert à quoi? Ça sert à coudre. N'est-ce pas? Ou faire perler une verrue ou je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est interdit pendant Shabbat. Une gomme qui sert à quoi? À effacer. Est-ce qu'on a le droit? Ça aussi, c'est interdit pendant Shabbat. Une scie. N'en parlons pas, que c'est par excellence un ustensile qui sert, un instrument qui sert à faire des travaux. Et même des ciseaux, à l'exception des ciseaux qui servent à la nourriture. D'accord? Mais sinon, c'est des ciseaux qui servent à autre chose qu'à la nourriture. Non. Et tout autre ustensile de ce genre, c'est-à-dire tout autre ustensile qui ont une vocation à être utilisé que pour des travaux interdits. C'est bien clair, ça. C'est même le plus facile parmi tous les cas précités, c'est le cas le plus facile à comprendre en termes d'interdiction de mouktsé. Toutefois, il sera permis de déplacer cette catégorie d'ustensiles pour en faire une utilisation permise pendant Shabbat. C'est d'ailleurs dans le premier cas comme dans le deuxième cas, c'est aussi bien le Shulchan Aruch que le Mishnah Berurah qui précise les modalités. Vous regarderez si vous en avez le loisir, l'occasion. Pour le premier cas, c'est au chapitre 305 du Shulchan Aruch, au paragraphe 15 et 16, ainsi que le Mishnah Berurah qui lui est rapporté au paragraphe 11, ainsi que Shemela Shabbat Kilchata, etc. Et dans la deuxième partie, donc ce qui est quand même permis, bien qu'il s'agisse d'instruments qui sont généralement utilisés pour le mouktsé et qui, là, sont utilisés pour ce qui est permis, le Shulchan Aruch envisage cela au chapitre 308 au paragraphe 3, ainsi que le Mishnah Berurah et le Shalat Tziyud, etc. Bien.
Quel est l'exemple qui est donné par les poskim, je dirais, les plus actuels? Prenez l'exemple d'un marteau qui est utilisé pour casser des noix de coco, ou même des noix tout court. Vous allez me dire, enfin, c'est un peu recherché. Aujourd'hui, il y a des casse-noix. C'est vrai qu'il y a des casse-noix. Il y a même des casse-têtes, tout ce que vous voulez. Mais on parle de celui qui est, je sais pas, un jeune étudiant. Il n'a pas encore tous les, je dirais, les articles de luxe minimum. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils veulent tout avoir tout de suite. Donc, c'est vrai que on a du mal à imaginer quelqu'un qui n'est pas un casse-noix. Et pourtant, ça peut arriver. Ou alors des personnes venues de notre âge, qui sont restées fidèles à leurs vieilles méthodes ancestrales. Ah oui, moi je prends le marteau pour casser les noix. Qu'est-ce que je vais me casser la tête, hein? Non, c'est dans celui-là. Si vraiment il utilise son marteau aussi pour casser les noix, ça veut dire qu'il le fait tout le temps, même en semaine. Dans ce cas-là, il a le droit d'utiliser ce marteau pour casser les noix. Il a le droit de toucher le marteau et même de le transporter. On ne va pas dire qu'il s'agit d'un mouxé, mais attention, à la condition qu'il l'utilise pour les noix. Ou pour les noix de cajou. Ou pas les noix de cajou, les noix de coco. Mais s'il l'utilise pour autre chose, ce sera à nouveau interdit. Donc c'est un cas original d'une situation où un même objet pourrait être considéré dans telle utilisation comme mouxé, dans telle autre utilisation comme tout à fait permis. C'est clair. On peut trouver également le même exemple pour un couteau. Un couteau, si vous coupez une tranche de tomate, un légume ou du pain, il n'y a aucun souci. Mais si vous prenez le même couteau pour couper une corde, ah là, il y a oui souci. Vous comprenez là aussi la différence entre les deux. Un tournevis, également, ou des tenailles pour ouvrir des noix. Même chose. Ou alors une scie pour couper une citrouille. Original, je vous l'accorde. D'accord. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Les originaux, ne me dites pas que les originaux sont improbables. Le monde est rempli d'originaux, pas du tout improbables. Il n'y a plus rien qui m'étonne. En tout cas, si les Chachamim ont envisagé tout cela, c'est parce que les questions leur sont parvenues. Et donc, ils n'ont pas de préjugés sur les natures improbables. Et l'essentiel, c'est de savoir comment réagir sur le plan de la halakha. Enfin, des ciseaux pour permettre l'ouverture de certains emballages alimentaires. Oui, dans certains cas, c'est permis d'utiliser pour certains emballages alimentaires parce qu'il s'agit de choses qui vont être propres à la consommation pour Shabbat, c'est d'accord. Enfin, un ustensile de cuisson pour y poser différents aliments pendant Shabbat, comme l'histoire de la casserole qui est sur la, comment on appelle? Oui, sur la plaque, que vous allez mettre sur une grille. Oui, mademoiselle. Un ouvre-boîte, c'est une excellente question. On n'a pas évoqué cela encore. Certains l'autorisent avec un petit chinouille et d'autres ne le permettent pas dans la mesure où, en utilisant l'ouvre-boîte, ça va provoquer ce qu'on appelle un keli, un ustensile, et de nombreux poskim très sérieux considèrent qu'a priori, il ne faut pas faire ça. Donc, alors néanmoins, s'il n'y a absolument aucun autre moyen pour obtenir le contenu, par exemple aujourd'hui les boîtes de thon ou de sardines, la plupart, ils ont cette boucle, vous savez, de la circonférence d'un doigt que vous soulevez et vous pouvez ouvrir. Mais pourtant la finalité c'est la même. C'est vrai. On crée quand même le kéli en ouvrant avec... Alors non, la finalité c'est d'obtenir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est pas d'obtenir... Vous connaissez beaucoup de gens qui ouvrent une boîte de sardines ou une boîte de thon pour kiffer la boîte et d'en faire un truc de combat. Excusez-moi. Oui, vous rigolez, je suis très heureux. Soyez toujours souriez quand vous étudiez la Torah. Mais vous avez compris à quel type de réponse on parvient si on veut aller jusqu'au bout et réfléchir à côté de ses pompes. Non, la halakha, elle parle de raisonnements qui sont des raisonnements de halakha. Donc quand les rabbins nous disent pour l'histoire du kéli, ils parlent de quelqu'un qui utilise un kéli avec une intention de l'utiliser comme un kéli. Par exemple, pour comment on appelle ça, vous savez, les pâques là,
Un peu comme ce que je vous ai dit pour les boîtes de thon, mais pour le Coca-Cola ou les trucs comme ça. Les canettes. Les canettes, bravo, excusez-moi, j'ai oublié le. J'étais malade 2 jours, donc j'ai un peu fatigué. Donc quand vous prenez des canettes, il y a beaucoup de gens, et je ne vous cache pas que je suis de ceux-là, qui n'utilisent pas les canettes pendant Shabbat. C'est une khumra. Je ne dis pas que c'est obligatoire d'après tout le monde, mais c'est une khumra. Pourquoi c'est une khumra? Parce que on a la possibilité de prendre des bouteilles avec le bouchon classique normalement. Pourquoi je vais rentrer dans une situation où je vais créer une situation où d'après certains il y a problème? Ceux qui ont l'habitude de créer les conditions de piété idéale, ce qu'on appelle de l'echatrila, ils évitent de se trouver dans cette situation. Mais si on n'a pas d'autre choix, si vous avez que ça à la maison, votre femme ne connaissait pas la halakha, ou des amis vous ont apporté ça avant Shabbat, et vous n'avez pas pensé à lui dire non, tu sais, on n'a pas l'habitude, etc., vous ne voulez pas lui faire rendre, etc. Dans tous ces cas-là, non pas de l'echatrila d'a priori, mais de Bedi Avad, vous pouvez être sommaire, c'est-à-dire vous appuyer sur certaines autorités qui permettent, à la condition précise d'avoir pour objectif de ne pas l'utiliser à aucun moment comme un kéli, mais de le jeter tout simplement à la poubelle. Vous avez bien compris. Alors, donc celui qui peut tenir compte, il ne le fait pas. Sinon, il laisse les appuyer. Et ne pas confondre avec ceux qui ils inventent des khumrot pour l'histoire du bouchon, de l'ouvrir avant Shabbat, ou alors d'ouvrir vous savez, les capsules de coca avant Shabbat. Ça, c'est des khumrot qui ont été inventés, qui n'ont aucune base sérieuse sur les possibles les plus mécoubalim aujourd'hui. En tout cas, revenons, c'était pour répondre simplement à votre question. Revenons à notre sujet. Il est également permis de déplacer toute cette catégorie d'ustensiles pour utiliser l'emplacement sur lequel l'ustensile est déposé. Par exemple, déplacer un marteau déposé sur une chaise pour s'asseoir dessus. Puisque le marteau en question, il peut avoir une utilisation permise et non permise, alors si on a besoin de l'emplacement et que vous sera permis de le déplacer. Certains le déplacent carrément en le prenant, certains ne le déplacent que indirectement. Ils vont faire tomber le marteau de la chaise, ils récupèrent la chaise. Chacun, il a un minhag différent en fonction de son degré de khumra. Mais en tout cas, déplacer un marteau qui est déposé sur une chaise pour s'asseoir dessus, il n'y a aucun problème. D'après de nombreux poskim cités ici par le Rav, je vous rappelle, Pardon? Yosef, c'est ça. C'est toujours le prénom que j'oublie, je suis désolé. Le Rav Yosef Loria, je ne voulais pas déformer, dans son ouvrage extraordinaire, Les fondements du Shabbat, que je vous recommande pratiquement depuis que j'utilise, en tout cas la semaine. Je vous demande vraiment d'acquérir ce bouquin. D'abord parce qu'on ne va pas tous le faire, on fera des morceaux choisis importants, mais tous les autres parties qu'on ne fera pas, eh bien, il faudra absolument que vous ayez cet ouvrage pour le compléter. Il est essentiel. Et on va juste terminer sur cette partie. Donc il n'est pas nécessaire de le lâcher immédiatement de la main, ce fameux marteau. Et il en est de même si l'individu a pris l'ustensile par erreur. Mais d'autres le permettent seulement s'il a commencé à le déplacer avec héter, avec permission, par exemple pour utiliser l'emplacement où il était déposé, comme on a dit pour l'histoire de la chaise. Il sera alors permis de poser l'objet où il le désire. Toutefois, il est défendu de déplacer un tel ustensile pour éviter qu'il ne s'abîme au soleil, qu'on ne le vole ou pour mieux le conserver, à moins qu'on ne le déplace à l'aide d'une personne qui n'est pas juive et qui elle n'a pas d'obligation de respecter Shabbat. De plus, même un juif pourra le déplacer dans ce but, si c'est par exemple pour éviter de s'abîmer au soleil, s'il l'utilise même de façon succincte, mais que sa véritable intention c'est de préserver son ustensile.
Et enfin, si un ustensile réservé à une utilisation prohibée est utilisé de temps à autre pour une utilisation permise, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, cela reste prohibé. Et cependant, si l'ustensile est réservé aux deux utilisations, il sera permis de le déplacer car le propriétaire n'exclut à aucun moment son utilisation. Donc, vous voyez que au début, on a l'impression que c'est complètement interdit. Après, on vous dit, oui, mais enfin, si des fois oui, des fois non, alors c'est permis. Puis là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il suffit que l'objet puisse être utilisé dans les deux perspectives pour qu'en fin de compte, vous ayez toujours le droit de le déplacer. Donc, retenez cette façon graduelle de procéder pour comprendre que dans la halakha, il y a plusieurs niveaux de pratique et niveaux de situation comprises entre le lechatchila, ce qui convient de faire au mieux quand les conditions sont réunies, et ce qui finalement est permis lorsque les conditions ne sont pas réunies. Enfin, des allumettes, un portefeuille, évidemment un portefeuille sans argent ou sans papier qui serait interdit de déplacer, ou alors des factures ou autres, un clou, des cigarettes et de la lessive, eh bien, ils entrent tous dans la catégorie des choses qui sont interdites, c'est évident tout ça, mais c'est mieux de le rappeler. En revanche, si l'on désire utiliser l'emplacement sur lequel l'objet en question se trouve, il sera permis de les déplacer ou de les faire. Nous, on a l'habitude de le faire avec un petit chinouille, on les fait tomber, par exemple. En fait, ça, c'est à ne faire que dans un endroit où il n'y a pas de bébé qui marche à quatre pattes. Ici, les enfants sont grands, pas de problème. Il est demain permis de les utiliser pour un usage qui est lui-même utilisé, une utilisation permise, par exemple une allumette ou un clou, mais pour déloger un résidu alimentaire entre les dents. A priori, il y a des cure-dents pour ça. Et supposez que vous n'avez pas. Certains l'autorisent. C'est un chidouche du Or Letzion. Rabbi Ben Sion Abba Shaul, que j'ai eu comme maître pendant une courte période dans ma vie, c'était un Talmid Chacham exceptionnel, vraiment hors du commun. J'ai eu la chance de prier même dans son minyan du matin du Netzachama pendant plus d'1 an. Et malheureusement, c'est l'année où il était le plus malade et donc il a dû après rester à la maison. Mais bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'originalité dans ses halachot. C'est lui, par exemple, qui dit qu'on n'a pas le droit, c'est vrai, de toucher aux chaussures. Sinon, il faut se laver les mains pour toucher un livre sacré. Mais si c'est uniquement les souliers, les lacets, et que les lacets sont propres, c'est pas interdit. Parce que les lacets ne sont que des lacets, et s'ils sont propres, c'est pas le statut des chaussures. Et son idée originale, elle fait autorité, puisque tout le monde se sert de son éther. Donc, c'est vous dire que quand quelqu'un a une idée, même originale, mais qui est subtile, tout le monde l'admet. Et bon, il a eu d'autres idées originales, je ne vais pas limiter à ça. Je termine, enfin. Une bougie de cire qui est éteinte et qui est encore utilisable. Tant qu'elle n'a pas été allumée, bien sûr, à l'entrée du Shabbat, appartient aussi à cette catégorie d'objets. Il sera permis de la déplacer pour utiliser son emplacement. Apparemment, c'est étonnant. Pour nous, une bougie, ça sert à allumer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de déplacer une bougie? A priori, je le répète, on n'utilisera jamais ce terme de déplacer une bougie. Mais si l'endroit sur lequel la bougie se trouve est un endroit dont on a besoin pour une mitzvah précise liée au Shabbat, alors d'une manière indirecte, on pourra utiliser ce héter. On passera, si vous voulez bien, la semaine prochaine à la loi concernant quelque chose qui va plutôt intéresser peut-être les hommes. C'est la loi concernant les téphilines. Mais comme mesdames, vous allez certainement épouser des hommes, puisque vous êtes des femmes normales, eh bien, vu le nombre d'hommes qui ont besoin de femmes tzadkaniyot qui leur rappellent leurs devoirs, entre autres sur les téphilines, donc ça vous concerne en fait aussi de le savoir, pour le rappeler à vos futurs époux. Tiskou la mitzvot.